14h30, sur les berges du Rhône. Amadou s'effondre sur un banc. Ses jambes tremblent encore de l'effort. Ça fait 6 heures qu'il pédale sans pause réelle. Dans sa poche, 93 € de billets froissés et de pièces qui s'entrechoquent. Il sort son téléphone fissuré. Sur l'écran, une photo de 2019. Lui, en costume impeccable, sourire éclatant, pose devant l'école de commerce de Lyon. La légende, futur entrepreneur. C'était il y a déjà plus de 5 ans. Une éternité. Il ferme les yeux et les souvenirs reviennent, violents, comme une marée qu'on ne peut plus retenir. Il se voit à l'aéroport de Dakar, en septembre 2019. Ses parents, tout le quartier de Pikine sont venus l'accompagner. « Notre Amadou va conquérir l'Europe !» répète-t-il avec fierté. Son père a vendu sa charrette de fruits pour payer le billet. Sa mère a cousu quelques billets dans la doublure de sa veste et elle lui murmure en l'embrassant « Tu es notre investissement !» Octobre 2019, arrivé à la Business School de Lyon. L'amphi est bondé. Le prof annonce le sujet du jour, l'innovation disruptive. Amadou prend des notes, fébrile. Les autres parlent de leur stage chez Google, tandis que lui, il rêve déjà de Teranga Logistics, sa start-up de livraison. En raison de la situation sanitaire, tous les cours passent en distanciel. On est en mars 2020, le confinement. Fini l'amphithéâtre, fini les échanges, fini le réseau. Dans sa chambre de 9 mètres carrés, Amadou regarde ses économies fondre comme neige au soleil. Pas de job étudiant autorisé, pas de famille pour l'aider. À la préfecture, la fonctionnaire tamponne. Refusé. Commence alors le premier job au noir. La plonge dans un kebab. Et puis le ménage. Et puis le chantier. Et puis les livraisons. Sur Instagram, pourtant, Amadou sourit devant les bureaux modernes. Prospection commerciale intensive. En réalité, il vient juste d'en passer l'aspirateur. 3 ans passent. En 2023, il peut enfin se déclarer auto-entrepreneur. Sur le papier, c'est de l'entrepreneuriat. En réalité, c'est 15 heures de vélo par jour pour 8 € de l'heure, moins payé que le SMIC. Mais au moins, il peut dire à sa famille « J'ai créé mon entreprise », presque sans mentir. Amadou rouvre les yeux. 5 ans. 5 ans de chute libre déguisée en ascension. Son téléphone vibre. C'est un SMS de sa mère. « Mon fils, quand reviendras-tu avec ton entreprise ? Ton père vieillit, il rêve de voir ta réussite. » Amadou fixe le Rhône. Lui aussi coule. Depuis si longtemps qu'il a fini par croire que c'était nager. Pour la première fois, en 5 ans, une larme s'échappe. Pas de tristesse, pas de fatigue. Ça suffit. Et le voilà reparti dans ses pensées. Son corps s'affaisse contre le banc. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Pour une fois, Amadou ne lutte plus. Il lâche. Et son esprit, libéré de la surveillance du mensonge, commence à vagabonder. Amadou se projette, non plus vers le passé, mais vers un futur différent. Il se voit dans 6 mois, au même endroit, un carnet usé à la main où il note ses vraies idées pour Teranga Logistics. Pas une start-up fantasmée, une petite coopérative de livreurs équitables. Puis, voilà qu'il se voit ce soir, et il s'imagine dire à Maya « J'ai quelque chose à te dire ». Dans ce rêve éveillé, sa voix ne tremble plus. Maya a l'air surprise. Puis, elle lui dit toute son admiration pour son courage. Elle lui promet que cela ne change rien. Il se voit passer l'appel le plus dur, l'appel à sa mère. « Maman, Teranga n'existe pas. Pas encore. » Et dans cette vision, il entend sa mère pleurer, puis répondre. Un homme qui dit la vérité, même difficile, c'est un homme qui grandit. Amadou rouvre les yeux, surpris. Pour la première fois depuis 5 ans, il a imaginé un futur sans honte. Un futur où il existe vraiment.
Il regarde son téléphone, les commandes en attente clignotent, mais au lieu de les accepter comme à son habitude, il envoie un message. « Maya, où es-tu ? Je te rejoins et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Il sait exactement, il va tout lui dire, quel que soit le prix à payer. Son esprit a répété la scène comme une répétition générale. Sa rêverie a déjà frayé le chemin, préparé les mots, testé le risque. Ça suffit, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Fini les mensonges, fini la fatigue de tout porter, et fini l'épuisement à jouer un rôle qui le dévore de l'intérieur. Aujourd'hui, il va renaître. Ce moment de grâce qu'Amadou vient de vivre, cette rêverie qui lui redonne espoir, c'est tout ce qu'on nous apprend pourtant à réprimer depuis l'enfance. Arrête de rêvasser. Combien de fois as-tu entendu cette phrase dans la bouche d'un professeur, d'un parent, peut-être même d'un patron, comme si lever les yeux de son cahier ou laisser flotter son regard par la fenêtre était un délit. Dans les bulletins de notes, ça s'écrivait noir sur blanc, élève distrait, dans la lune, manque de concentration. Autrement dit, mauvais élève. Dans les écoles de la Troisième République, on punissait ceux qui décrochaient. Ligne à recopier, bonnet d'âne, heure de colle. Le crime, ne pas avoir gardé son regard vissé sur le tableau noir. Pourtant, derrière ce regard perdu, il y avait peut-être un futur Einstein. À 16 ans, Albert rêvait. Que se passerait-il si je poursuivais un rayon de lumière ? De ce vagabondage mental est née, des années plus tard, la relativité. Rêvasser, ce n'est pas glander. C'est arpenter les marges, c'est penser autrement. Et pourtant notre culture a toujours regardé avec suspicion ce phénomène. Dans nos sociétés modernes, rêver éveillé est un péché capital contre la religion du dieu productivité. Celui qui a le regard perdu et qui fixe la fenêtre est forcément un tir au flanc qui bâille aux corneilles. En 2010, dans la très réputée revue américaine Science, des chercheurs ont même titré leur article « Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux ». Pourtant, les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire. Nous passons en moyenne 47% de nos heures éveillées à rêvasser, presque la moitié de nos vies. Si c'était vraiment une erreur de conception humaine, l'évolution aurait corrigé le tir depuis longtemps. La rêverie est une fonction native, comme la respiration et le sommeil. Alors, pourquoi la jetons-nous souvent aux orties ? Pourquoi conditionnons-nous nos enfants à croire que lever les yeux du cahier, c'est mal ? Pourquoi avons-nous fait du focus permanent un idéal ? Encore une histoire de morale lourde, opposée à la légèreté. Encore une ignorance de notre vrai mode de fonctionnement. Encore une balle qu'on se tire dans le pied. La rêverie n'est pas une faiblesse. C'est une force. Ce n'est pas une fuite, c'est une fabrique. Derrière ces moments inutiles se cachent nos plus grandes inventions, nos intuitions, nos éclairs de créativité. Et chaque fois qu'on intime à un enfant « arrête de rêver », c'est peut-être une découverte scientifique, une chanson, une idée révolutionnaire qu'on étouffe dans l'œuf. Alors, avant de juger, revenons aux sources. Que se passe-t-il exactement dans notre cerveau quand on décroche ? Impossible de parler de rêverie sans d'abord comprendre ce qu'est l'attention. Car c'est bien l'opposition entre ces deux concepts qui crée tout le malentendu. On compare souvent l'attention à une lampe torche. C'est une bonne image. Notre cerveau reçoit des millions d'informations sensorielles chaque seconde. Mais notre conscience n'en retient qu'une infime fraction, environ 40 unités sur 11 millions. Cela veut dire que la quasi-totalité de ce qui nous entoure échappe à notre attention consciente. L'attention fonctionne grâce à 3 systèmes qui travaillent en équipe. Premier système, l'alerte, qui va préparer le cerveau à réagir, comme quand tu freines en urgence. Deuxième système, l'orientation, qui dirige notre projecteur attentionnel, comme par exemple si tu entends ton prénom prononcé dans une foule. Et troisième et dernier système,
le contrôle exécutif, qui va maintenir ta concentration malgré les distractions. C'est ce qui se passe quand tu arrives à lire alors qu'il y a du bruit autour de toi. Ces 3 systèmes sont sans arrêt en train de s'équilibrer. Quand l'un fatigue, l'attention lâche naturellement. Et c'est là que la magie va opérer, car ce qu'on appelle rêvasser n'est pas un bug de l'attention, c'est le signe que celle-ci a besoin de souffler. L'attention est comme un muscle, elle se fatigue et le vagabondage mental est sa pause récupération. Sans cette alternance, impossible de rester créatif ou vigilant à long terme. C'est exactement ce qui s'est passé pour Amadou. Son esprit épuisé a enfin lâché prise et c'est là qu'est née sa solution, ou plutôt sa décision. Continuons plus en profondeur maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'attention. Que se passe-t-il quand celle-ci décroche? Quand notre projecteur mental s'éteint un peu pour laisser souffler notre cerveau. C'est là qu'on touche à notre sujet du jour, la rêverie, ce qu'on appelle aussi le vagabondage mental. Dans les années 60-70, le psychologue Singer a été l'un des premiers à prendre la rêverie au sérieux. Il en a fait d'ailleurs tout l'objet de ses études. Sa découverte, c'est d'abord que tout le monde rêve éveillé, mais pas de la même manière. Et il a identifié 3 grands types de rêverie. Le premier, c'est la rêverie toxique. C'est à ce moment-là qu'on va ressasser un conflit passé, on va anticiper un futur catastrophique. Par exemple, tu revis en boucle une dispute ou tu imagines que tu vas rater ta prochaine présentation. Résultat, tu rumines, tu es anxieux. Deuxième type de rêverie, la rêverie dispersée. Ça, c'est quand tout d'un coup, tu es concentré et pouf, tu as des pensées éparses qui t'assaillissent. Ça se traduit par le fait que tu es incapable de te concentrer sur quoi que ce soit et de faire quelque chose de construit. Le résultat, ça va être de l'inefficacité et de la frustration. Troisième et dernier type, et c'est le type sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, la rêverie constructive. C'est ce moment où tu vas t'évader volontairement vers des images agréables, des projets, des solutions créatives. Par exemple, tu vas imaginer ton futur voyage, tu vas te projeter dans un projet qui t'enthousiasme. Résultat, créativité, planification, exploration de toi-même. C'est cette troisième forme que je vais t'inviter à cultiver et protéger. Et c'était exactement celle-ci qu'Amadou a expérimentée sur son banc dans la deuxième partie de sa rêverie. Quand on rêvasse de manière constructive, une zone clé du cerveau prend le relais, tu la connais, le réseau de mode par défaut. Pense, pour avoir une idée de comment ça se passe, à un studio de cinéma intérieur. Quand tu n'es concentré sur rien de précis, ce studio, pof, s'allume automatiquement. Et là, 3 choses fascinantes se mettent en route. 1. Ton studio projette des films du futur, tu imagines des scénarios, tu testes des possibilités. Deuxième chose, il revisite tes archives, il relie tes souvenirs, leur donne du sens. Et troisième chose, il simule des relations, des émotions. Il rejoue des conversations, anticipe les réactions d'autrui. En gros, c'est ton laboratoire secret de simulation de vie. Je le redis, c'est ton laboratoire secret de simulation de vie. Pas mal. Contrairement à ce qu'on croit, ce studio est hyper actif. Quand Amadou ne fait rien sur son banc de l'extérieur, son cerveau est en train, en fait, de répéter sa conversation avec Maya, avec sa mère. Il teste les mots, il explore les réactions possibles. Et ce faisant, cela lui donne du courage. Il ne perd pas son temps, il prépare son avenir. Maintenant que tu sais comment marche notre attention, les différents modes et comment marche le rêve, voyons pourquoi il est si précieux de cultiver une forme de rêvasserie positive. Celle-ci a 5 bénéfices majeurs. Son premier super pouvoir, c'est celui d'être une usine à idées. Les moments eureka arrivent rarement quand on est concentré. C'est, tu sais, ces idées qui vont surgir sous la douche ou bien en marchant quand l'esprit vagabonde. Kekulé, par exemple, alors tu le connais pas, mais en tout cas les scientifiques aussi, a découvert la structure du benzène en rêvant d'un serpent qui se mord la queue. Ta rêverie, c'est donc
un incubateur d'idées sans fin et gratuit. Deuxième super pouvoir, la rêverie est un tisseur de mémoire. Ton studio intérieur rejoue tes souvenirs, les reconstruit, les relie. Il transforme tes expériences en sagesse. C'est comme ça que tu comprends qui tu es et où tu vas. Il donne du sens à ton existence. Troisième super pouvoir, la rêverie est une machine à voyager dans le temps. Elle te permet de tester mentalement différents scénarios avant d'agir. Par exemple, tu peux imaginer ta prochaine négociation et tu vas pouvoir explorer plusieurs scénarios. C'est du prototypage mental, pas besoin de t'ouvrir en vrai pour tirer les leçons. Quatrième super pouvoir. La rêverie est un amplificateur d'empathie. Quand tu rêvasses, tu rejoues des scènes sociales. Tu anticipes ce que l'autre pourrait ressentir. Les études montrent d'ailleurs que les rêveurs constructifs développent plus de compassion et de finesse relationnelle. Elle permet de te mettre à la place des autres et de ne pas être exclusivement centré sur toi. Cinquième et dernier pouvoir, c'est un bouclier anti-vieillissement. Et oui, et c'est prouvé, la rêverie constructive stimule et épaissit ton cortex cérébral. Or, le rétrécissement du cortex est lié aux démences. Rêver, c'est peut-être aussi protéger ton cerveau à long terme et, par exemple, éviter un Alzheimer. Tu l'auras compris, rêver, ce n'est pas perdre du temps. C'est se donner du temps pour laisser ton cerveau connecter les points, du temps pour laisser ton cerveau tisser du sens, inventer des possibles. Loin d'être une faiblesse, la rêverie est l'un des super pouvoirs probablement les plus méconnus de l'esprit humain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut cultiver. Maintenant, je vais te donner 3 outils simples mais redoutables pour transformer ta rêverie en allié du quotidien. Selon ton besoin du moment, tu auras 3 portes d'entrée. L'outil numéro 1, c'est quand tu veux te reposer ou faire une petite pause régénératrice rapide. C'est la micro-sieste mentale. Comment ça se passe ? Il s'agit de t'accorder 5 minutes de rêverie guidée pour recharger ton cerveau. Concrètement, par exemple, tu viens de sortir d'une réunion épuisante. Au lieu d'aller tout de suite regarder tes mails, tu vas t'installer confortablement, fermer les yeux et ensuite imaginer une scène apaisante pour toi. Ça peut être la plage, la montagne, ça va être un endroit en fait qui t'amène des bonnes vibrations. Et tu vas te mettre à ressentir, si on reprend l'exemple de la plage, le sable chaud dans tes pieds, le bruit des vagues. Et tu vas laisser ton esprit dériver vers cette image pendant quelques minutes. Résultat, va activer ton mode par défaut, ton stress va diminuer et ta concentration se restaurer. C'est l'équivalent quasi mental d'une sieste, mais sans lit et en 5 minutes et avec peut-être des idées en bonus. Deuxième outil, ça c'est quand tu vas chercher à stimuler ta créativité et ça va être de fonctionner en mode sprint. Un sprint, c'est quoi ? C'est quelque chose d'assez ciblé et qui se passe en étapes. Là, ce protocole, il en compte 4 et ça va t'aider à faire émerger des solutions originales. Comment ça se passe ? Admettons, tu bloques sur un projet. Étape 1, tu vas poser clairement ta question et tu vas travailler pendant 3/4 d'heure, 1 heure et demie sur le sujet. Ensuite, étape 2, fais une pause et tu décides, par exemple, d'aller marcher 15 minutes en laissant ton esprit vagabonder, sans téléphone et sans but précis. Dès que quelque chose arrive à ton esprit, tu le notes sur un petit carnet. Ensuite, étape 3, tu reviens et tu réfléchis à ce qui s'est passé et tu vas laisser venir les images, les associations libres autour du sujet. 4e étape, tu captures tout ce qui émerge, même les idées bizarres, et tu commences à tisser du lien. Qu'est-ce qui va se passer ? Ton cerveau va pouvoir connecter des éléments inattendus. Et là, le fait d'avoir fait un break, ça va t'apporter une sorte de sang nouveau. C'est ton atelier de brainstorming personnel et c'est vachement plus efficace qu'un tableau blanc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est passer par un moment intensif de réflexion et ensuite se forcer à vagabonder sans but, que ce soit en marchant, en faisant une activité comme la vaisselle, le repassage. Et ça va permettre vraiment de te faire débloquer certaines choses.
Troisième outil, ça, c'est plutôt quand tu veux, te projeter, muscler ta résilience, te préparer à une épreuve qui te fait peur et on va appeler ça les répétitions mentales. L'idée, c'est quoi? C'est de créer des petites scènes futures très concrètes qui vont te permettre d'entraîner ton cerveau à de l'optimisme réaliste. Admettons que, tu veux économiser pour un projet. Alors, au lieu de dire vaguement « il faut que j'épargne », tu vas t'imaginer dans 6 mois, ouvrant ton application bancaire et voyant le montant désiré s'afficher. Tu ressens la joie, tu visualises ton soulagement et tu vas faire ça régulièrement. Quelque part, c'est comme ce que fait Amadou. Il est en train de répéter la scène, de se préparer émotionnellement à cette discussion qui va être de toute façon bien chargée pour lui. En faisant cela, tu familiarises ton cerveau avec ce futur. Ça va renforcer ta motivation et ta persévérance et ça va te permettre aussi peut-être de trouver de nouvelles voies ou en tout cas d'aborder les choses avec plus de recul et peut-être aussi plus de calme. C'est ta machine à voyager dans le temps personnelle. Donc je te répète les 3 exercices. Quand tu te sens fatigué, tu peux te recharger avec une micro-sieste mentale. Quand tu es en panne d'inspiration, pense au sprint créatif, travail intense, pause vagabondage et revenir et refaire des liens. Et ensuite, quand tu as besoin de projeter et de préparer au mieux pour le futur, fais des répétitions mentales. Dans les ressources de l'épisode, PDF envoyé par newsletter, description de l'épisode, tu trouveras les protocoles détaillés de chacun de ces outils. Mais retiens déjà ça. Ces 3 techniques suffisent pour réhabiliter ta rêverie. Ce sont 3 portes d'entrée vers un même trésor, la liberté créative de ton esprit, sa légèreté. Alors, la prochaine fois qu'on te reproche de rêvasser, souris. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train d'arroser tes idées, d'entraîner ton cerveau à explorer l'avenir, d'ouvrir des portes que la concentration seule ne peut pas forcer. Comme Amadou sur son banc, offre-toi le droit de lâcher prise. Parce que parfois, plus grande découverte ne naissent pas de ce qu'on cherche, mais de ce qu'on laisse venir. À demain. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me wonder
and a new day will dawn for those who stand long, and